Alors, nous allons commencer par M. Barry et le thème de l'environnement, qui est un sujet on ne peut plus d'actualité. Merci beaucoup de l'invitation qui m'a été faite. J'ai un mandat un peu difficile de parler de deux sujets qui normalement sont très plats. Le partage de la compétence constitutionnelle et puis des enjeux juridiques liés à des recours judiciaires. Le titre de ma conférence, c'est « Environnement, compétences partagées ». Ça, c'est la situation constitutionnelle. Abdiquer, ça, c'est la situation depuis 5 ans avec le gouvernement Couillard. Je vais juste parler des 5 dernières années. Et clarifier, celle-là, j'en parlerai même pas parce que si vous êtes ici, vous savez ce qu'il faudrait faire pour la clarifier. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Sur la partagée, c'est évident qu'en 1867, au moment où on crée le Canada, l'environnement, c'est pas un sujet de préoccupation. Donc, il n'y a pas de partage qui est fait entre les provinces et le fédéral sur ce sujet-là. Et avec le temps, bien, ce qui est la situation actuelle, c'est que le Québec, les provinces, se retrouvent les principaux dépositaires, si on veut, des compétences environnementales en vertu des compétences générales qui ont été établies, comme par exemple sur la propriété, les droits civils, les matières de nature locale et privée, les ressources naturelles, etc. Le fédéral, pour sa part, a, en vertu toujours des compétences de 1867, des compétences en environnement pour faire, entre autres, en vertu des compétences, faire des lois sur la paix, l'ordre, le bon gouvernement, l'intérêt national, on va revenir peut-être, ainsi que sur le droit criminel et des compétences sur la navigation, les pêcheries et l'énergie atomique. Dans ce labyrinthe, parce que tous ceux qui militent juridiquement au niveau de l'environnement, c'est un labyrinthe constitutionnel, il n'y a pas juste en environnement que ça en est un, mais en environnement, ça en est un, ça c'est sûr. C'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais c'est surtout plus frustrant quand un gouverneur d'une province ne cherche même pas à faire respecter ses propres compétences. À ce sujet-là, aujourd'hui, ça, c'était pas prévu dans mon allocution, mais hier, j'ai reçu, si vous avez un scoop, le procureur général du Québec vient de refuser d'intervenir aux côtés de du gouvernement de Colombie-Britannique devant la Cour d'appel de Colombie-Britannique. Vous savez toute l'affaire de Kinder Morgan. Le gouvernement de Colombie-Britannique a déposé un pourvoi devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour contester ou en tout cas faire reconnaître les compétences d'une province sur réglementer, pas interdire en vertu du droit canadien, réglementer le transport des hydrocarbures, pas seulement par oléoduc, mais aussi par transport ferroviaire ou routier, peu importe. Le gouvernement, hier j'ai reçu un courriel parce que les groupes écolos de Colombie-Britannique sont alarmés, puisqu'ils ont été alarmés par le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, qui espérait que le Québec vienne intervenir pour appuyer les réclamations, les revendications de la Colombie-Britannique. Il faut savoir que l'Alberta et la Saskatchewan vont intervenir, mais dans le sens du gouvernement canadien sur les pouvoirs fédéraux. Donc, c'est déjà une indication, malheureusement, de la formule de l'abdication par le gouvernement Couillard de nos compétences en matière d'environnement et d'une espèce de valse hésitation que je vais vous démontrer par différents cas, certains connus et d'autres moins connus. Donc, le plus connu, vous avez tous été le projet d'Oléoduc Énergie-Est. Il faut savoir qu'en 2013, vous vous souviendrez peut-être, dans le projet de l'Oléoduc Énergie-Est, il y avait un projet de port portuaire à Cacouna. Ce projet de port, la compagnie TransCanada avait déposé un avis, comme si elle respectait la législation québécoise, un avis de projet au ministère québécois de l'Environnement et comme de quoi ce projet-là était assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts, ce qui peut mener à des audiences publiques du BAP, etc., pour les projets majeurs. Par contre, la compagnie avait très spécifiquement indiqué qu'elle acceptait de participer volontairement au processus du BAP, qu'elle ne reconnaissait pas, sa participation n'était pas une reconnaissance des compétences du Québec, mais qu'elle participait volontairement. Vous vous souviendrez aussi qu'il y avait peut-être une dizaine de lobbyistes enregistrés au registre des lobbyistes qui travaillaient pour TransCanada justement pour convaincre le gouvernement de ne pas assujettir à la procédure québécoise d'évaluation des impacts ce projet-là, parce que cette procédure-là exige, entre autres, une autorisation du gouvernement. Ça prend un décret d'autorisation du gouvernement. Tandis qu'une procédure volontaire, le gouvernement n'avait pas, c'était juste une consultation. Et le gouvernement du Québec, à l'époque, disait on va aller devant l'Office national de l'énergie, mais on n'aura pas nécessairement une décision à prendre sur ce projet-là comme gouvernement. Donc,
assujettissement volontaire. Et là, pour faire ce projet de port, qui finalement est abandonné, on annonce qu'on va faire des forages dans la pouponnière de Beluga à Kakuna. Et ces forages-là, normalement, sont encore là assujettis à une autorisation environnementale, un certificat d'autorisation de l'article 22, et le ministre de l'Environnement de l'époque, M. Hurtel, devait normalement autoriser préalablement ce type de travaux-là. Au CQDA, on est alerté par les groupes environnementaux, on suit ça, on communique parce qu'il n'y a TransCanada ne demande aucune autorisation. Et ils installent des barges sur le fleuve Saint-Laurent, et comme s'ils allaient commencer des travaux. On a beau contacter le ministère, les différents contacts qu'on a là, c'est la valse hésitation, parce que nous, on demande, est-ce qu'ils ont déposé un avis de projet? Est-ce qu'il va y avoir une autorisation? Est-ce que vous allez les autoriser? Et finalement, devant le silence, on décide d'aller devant les tribunaux. On dépose une requête en injonction pour faire arrêter les travaux de TransCanada de forage parce qu'ils ne respectent pas, ils n'ont pas reçu une autorisation prévue en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. La veille d'être entendu, on voit arriver TransCanada et ses procureurs et les procureurs du ministère de l'Environnement qui nous disent finalement, oui, ça prend effectivement, vous avez raison, ça prend un certificat d'autorisation. Et TransCanada dit, oui, on va le demander, puis le ministère dit, oui, on va l'étudier, puis on décidera ce qu'on va faire. Donc, première victoire, donc il y a un certain temps qui passe. On se doutait que le ministère était pour autoriser les travaux, mais effectivement, ce qu'ils font 2 mois après. Et là, vous vous souviendrez peut-être aussi que le CQDA est retourné devant les tribunaux parce qu'on avait, à la suite d'interrogatoires préalables d'experts sur les belugas, etc., la décision d'autoriser des forages en plein dans la pépinière d'une espèce menacée, protégée par tant les lois fédérales que québécoises, n'avait pas de sens, nous paraissait déraisonnable. Et on est allé devant les tribunaux, et effectivement, c'est ce qu'on a obtenu. La Cour supérieure a dit au ministre Hurtel, parce que pendant 2 mois, les fonctionnaires du ministère, il y a d'excellents fonctionnaires du ministère de l'Environnement, posaient des questions précises sur le projet, les impacts, etc. Et ils n'avaient aucune réponse parce que la ligne politique de TransCanada, c'était de dire, nous, c'est un projet fédéral, on a déposé tous nos documents à l'ONI, l'Office national de l'énergie, on n'a pas à vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions, allez lire nos documents de l'ONI, c'est comme ça. Et au bout de 2 mois de guerre lasse, le ministre leur avait donné une autorisation. Et c'est ce que la juge de la Cour supérieure a relevé, que c'était totalement déraisonnable d'autoriser quand on n'a obtenu aucune réponse. Donc, la Cour supérieure annule l'autorisation de faire des forages au grand désarroi de TransCanada, qui annoncera quelques semaines après son abandon de projet de port portuaire. Pas l'abandon de l'oléoduc, mais on a commencé par abandonner le projet de port. On était bien contents. Et aussi, ça enlevait le fameux argument des impacts économiques pour le Québec, là, parce qu'une fois que tu n'as pas de port, il reste juste un tuyau. Là, c'est pas terrible. Mais l'oléoduc, lui, continuait. Encore là, on écrivait au ministre de l'Environnement pour lui dire comment ça se fait qu'il n'y a pas d'audience publique du BAP, parce que c'est un port, en vertu de la réglementation québécoise, de la législation, tout projet de construction, d'agrandissement d'un port est assujetti à la procédure qui peut mener à des audiences publiques, et c'est clair qu'il y a eu des gens qui en auraient demandé. Encore là, valse hésitation. D'un côté, le ministère faisait des déclarations et a écrit des lettres officielles à TransCanada, au président de TransCanada, en lui rappelant qu'en vertu de la loi québécoise, il devait déposer un avis de projet pour son oléoduc, ce que TransCanada se refusait à faire. On retourne devant les tribunaux, vous vous souviendrez, avec des groupes environnementaux, pour, encore là, prendre un jugement déclaratoire pour faire déclarer à la Cour supérieure, écoutez, là, la loi est claire, là, nous, les citoyens québécois, on a droit à l'information, à des mesures de participation dans ce type de projet-là, et là, on semble nous les nier. Est-ce que oui ou non, même si c'est un projet interprovincial, est-ce que les Québécois ont le droit d'être consultés et le gouvernement du Québec a le droit de se prononcer sur ce projet-là, sur les compétences qui s'appliquent au Québec? Ça a forcé la main à M. Hurtel, vous en souviendrez peut-être, 11 jours après, lui-même dépose une demande d'injonction pour forcer TransCanada à déposer son avis de projet, et ça a résulté à une entente entre TransCanada et le ministère de l'Environnement de s'assujettir à la procédure d'évaluation et d'examen. Encore là, TransCanada, dans l'entente, ici, considère que c'est de toute façon, ne reconnaît aucune compétence au Québec, c'est juste à titre
comme un règlement hors cours, on va volontairement s'assujettir à cette obligation-là, mais on ne reconnaît pas les compétences du Québec sur un projet qui traverse plus d'une frontière. Finalement, donc là, notre recours est en suspens parce qu'il devait avoir des audiences du BAP. Et avec toutes sortes d'autres séries d'événements, vous savez que TransCanada a abandonné son projet. Mais dans cette affaire-là, dans l'entente entre TransCanada, la compagnie disait s'assujettir volontairement, ne pas reconnaître, et la réponse du ministre, la lettre du 22 avril qu'on a obtenue, le ministre disait « Nous croyons que le contenu de votre lettre décrit correctement la collaboration que nous entendons poursuivre avec Oléoduc Énergie Est. » Donc, il reconnaissait que, par sa lettre, qu'il collaborait, mais qu'il insistait pas sur le fait que ce projet-là était assujetti en vertu de la loi québécoise. Finalement, vous savez que ce projet-là est abandonné. Heureusement, les tribunaux, à ce moment-là, ont servi. Les citoyens ont, heureusement, le droit de se servir des tribunaux. Des fois, ça marche, pas souvent. Mais il y a eu d'autres cas, et c'est ceux-là moins connus que je veux vous mentionner, qui montrent qu'il y a une dérive depuis quelques années inquiétante, tant de l'attitude du gouvernement du Québec, mais aussi des décisions des tribunaux supérieurs, Cour suprême et Cour supérieure, juges nommés par la fédérale, sur les compétences provinciales en matière d'environnement. En 2016, vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Rogers contre Châteauguay, la compagnie Rogers qui voulait installer une antenne de télécommunication dans la ville de Châteauguay. Et la ville avait voté, qui est une compétence provinciale, municipalité et compétence provinciale, avait voté un règlement municipal pour forcer Rogers à déplacer sa tour d'à côté d'une garderie, d'une école primaire, dans le parc industriel. Donc, pas empêcher la tour, on ne peut pas, c'est une entrave au niveau constitutionnel, mais juste dire, on va réglementer, s'il vous plaît, ne la mettez pas à côté d'enfants, mettez ça dans le parc industriel. Rogers est contre, parce qu'il dit que c'est pas de vos affaires, les municipalités, les provinces n'avaient rien à dire, les télécommunications, c'est canadien. Donc, c'est allé jusqu'en Cour suprême. La Cour d'appel du Québec avait donné raison à la municipalité unanimement, mais la Cour suprême a complètement renversé cette décision-là, a donné raison à Rogers. Les municipalités du Québec ont été considérées ne pas avoir compétence, et le Québec non plus, sur cette question-là. 2018, Ville de Mascouche, un projet d'aéroport. Vous avez peut-être entendu parler dans la région de Montréal. Projet d'aéroport, encore là, le promoteur, le procureur général du Canada, considère que ce projet-là, la loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas. Il y a des milieux humides là-bas. L'agrandissement du projet d'aéroport est dans des milieux humides. Vous savez qu'on a une loi sur les milieux humides. Il y a des règlements qui parlent là-dessus. Et on conteste justement totalement l'application de la loi sur la qualité de l'environnement. On dit à la Cour supérieure, nous, on n'a pas à demander d'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec. On n'a pas à être assujetti à la loi sur les milieux humides, aux mécanismes de compensation qui sont prévus, etc. C'est un projet fédéral, purement fédéral, et donc, on n'a pas assujetti à ça. Malheureusement, la Cour, à l'époque, pas à l'époque, considère, je cite, le tribunal estime que les effets pratiques de la loi sur la qualité de l'environnement constituent une entrave au niveau constitutionnel et déclare constitutionnellement inapplicable l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, l'article 22 ne pouvait pas s'appliquer à l'entreprise qui développe l'aéroport Mascouche. Ça aussi, c'est assez inquiétant. Et ce qui a été inquiétant au niveau du gouvernement Couillard, vous savez qu'on vient de sortir d'une réforme de la loi sur la qualité de l'environnement qui a amené des modifications au règlement. Dans le règlement qui détermine les types de projets qui doivent être assujettis à l'évaluation environnementale, donc qui peuvent amener des mécanismes d'information puis de participation et un BAP, on a retiré aéroport. C'était là depuis 1978 comme port. Mais là, dans la réforme, les aéroports étaient disparus, probablement en réaction, si on veut, à la décision de la Cour supérieure. Et là, c'est les critiques, et finalement, c'est revenu dans le projet qui a été définitivement abandonné, mais dans le projet qui était présenté par le gouvernement, les aéroports étaient disparus de la compétence du Québec. C'est pour vous dire que des fois, ça peut aller vite et ça peut passer par différents mécanismes. Ça, c'est des exemples, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est toute la question des ports. Vous savez peut-être aussi, le port de Québec a un très grand projet d'agrandissement qui implique l'enfouissement,
enfouir il y a 8 hectares du Saint-Laurent qui vont être remblayés pour agrandir le port de Québec. Et le port de Québec, c'est l'Autorité portuaire de Québec, et qui conteste depuis des années l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, ne laisse pas rentrer les inspecteurs pour vérifier ce qui se passe là. Pourtant, c'est au Québec, c'est notre territoire. Eux, ils considèrent que c'est un territoire fédéral sur lequel le Québec n'a aucune juridiction, aucune compétence. Et encore là, c'est allé devant les tribunaux, et ça aussi, ça a donné une vaste sollicitation. Le ministre Hortel, publiquement, disait qu'il était devant ce projet-là, disait dans les médias qu'il était pour donner un mandat au BAP, ce qu'il n'a jamais fait. Mais ils sont devant les tribunaux, parce que c'est maintenant la Cour supérieure a rendu encore là un jugement très néfaste pour les compétences du Québec, en considérant que ce projet-là, c'est des immeubles fédéraux, c'est des activités qui relèvent de loi fédérale et que les dispositions, et encore là je cite, les dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement en matière d'autorisation provinciale sont constitutionnellement inopérantes à l'égard des activités des installations relatives à ces deux organismes. Ce jugement-là va être entendu par la Cour d'appel du Québec, en décembre. Le Centre québécois du droit de l'environnement, dont je suis le vice-président, a demandé le statut d'intervenant avec Nature Québec, un groupe environnemental qui est très impliqué à Québec sur la question de l'agrandissement du port, pour faire valoir les compétences du Québec. C'est le Saint-Laurent, c'est un symbole pour nous, c'est la question de l'eau. On s'est voté collectivement une loi sur le caractère collectif de l'eau au Québec en 2009, mais il semble que quand c'est le fédéral, le caractère collectif est moins important. Et ce jugement-là n'a pas seulement des impacts, ces jugements-là risquent d'avoir des impacts pas seulement sur les questions portuaires, mais sur d'autres secteurs où le fédéral peut se réclamer de compétences partagées et se servir des tribunaux, surtout devant l'inertie du gouvernement, pour arriver à ses fins et annihiler les compétences de l'État québécois dont on a parlé tantôt, l'importance d'un État pour les fins d'un pays indépendant. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, 5 minutes, c'est parfait. Donc, ça, c'est Port de Québec, plus connu, mais plus près de chez nous, qui n'est pas encore devant les tribunaux, mais qui pourrait s'y retrouver. C'est l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur. Là encore là, Contrecœur, Saint-Laurent, et l'agrandissement d'un port, en vertu de la réglementation québécoise adoptée, tout projet de construction d'agrandissement d'un port au Québec est assujetti au mécanisme québécois, audience publique, etc. Encore là, valse l'hésitation des différents ministres. Là, il y a eu M. Hertel au début, c'est la nouvelle Mme Mélenchon, mais dans les deux cas, on joue le chaud et le froid. On nous répond dans des lettres, on écrit dans les journaux qu'on considère assujettir ce projet d'agrandissement-là à la procédure québécoise qui pourrait mener à des audiences du BAP. Mais en même temps, le gouvernement du Québec a participé comme un simple citoyen aux audiences qui ont été tenues sur cet agrandissement-là en vertu de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Comme État, c'est pas très fort comme attitude. Et donc, ça pose le projet Contrecœur, qui n'est pas devant les tribunaux pour le moment, pose lui aussi la question de notre territoire, du Saint-Laurent, des agrandissements des ports, etc. Et vous savez que M. Couillard a une stratégie portuaire sur le Saint-Laurent, ça a aussi un certain impact. Au point qu'il y a un autre projet de port qui n'est pas du tout fédéral, parce que le port de Montréal est fédéral. Il y a à Chicoutimi-Nord, sur le Saguenay, il y a une mine qui a été la mine du lac Paul, à 250 km au nord du Saguenay, qui a été autorisée en vertu des mécanismes québécois d'autorisation environnementale. Mais pour sortir ce minerai-là, le promoteur a un projet de port, de chemin de fer, mais aussi de port sur le Saguenay, directement sur le Saguenay. C'est des terrains privés. Là, il y a beaucoup de monde dans le coin là-bas, des groupes qui exigent que le projet soit assujetti, qu'il y ait des audiences du BAP, qu'il y ait une étude d'impact par le promoteur sur les impacts éventuels de ce projet-là. Et le promoteur dit non, moi, il n'y a pas question, je suis dans le domaine de la navigation, c'est un port, c'est fédéral, et si je veux clarifier la chose, il se sert d'exemple de Québec, je suis prêt à céder mes terrains au gouvernement fédéral. Et donc, si ça devient des terrains fédéraux, en vertu de la décision sur la Côte du Québec, je n'aurai pas à endurer les fatigants d'écolos devant un BAP ou d'autres mondes, parce qu'il n'y a pas juste des fatigants qui vont devant le BAP. Donc, ça, c'est pour montrer des conséquences. Et ça se passe, parce que si moi je vous en parle, c'est qu'il y a des échanges là, officiels entre... On essaie d'alerter le ministère de l'Environnement depuis 5 ans sur ces différents exemples-là.
sur l'abdication que ça représente des compétences provinciales et qui doivent absolument, c'est leur tâche, les tâches de l'État, de défendre les lois et la réglementation environnementale partout sur le territoire du Québec. Il n'existe pas d'enclave canadienne fédérale en termes d'environnement au Québec. Donc ça, c'était juste, je vais finir là-dessus, je vais respecter mon temps, c'était juste vous donner quelques exemples depuis 5 ans d'utilisation par des tribunaux, quelquefois par les groupes environnementaux qui donnent certains résultats, mais qui sont toujours en réaction à l'inertie et l'abdication des compétences en matière d'environnement du gouvernement Couillard. Et ça continue, on le voit avec Contrecœur et Mascouche qu'on n'a pas contesté. Et là, la dernière nouvelle, de décider de ne pas aller appuyer la Colombie-Britannique, même si M. Couillard a fait des belles déclarations dans les journaux en disant qu'il était content que la Colombie-Britannique, que la Colombie-Britannique avait des compétences provinciales à faire respecter. On n'ira pas les appuyer devant la Cour d'appel. Donc, sur ce, je répondrai à vos questions tantôt. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop juridique. Sur la première, il y avait dans la Constitution, comme j'ai dit tantôt, des champs spécifiques comme propriété, droit civil, la navigation sur le réseau fédéral. L'environnement, le mot environnement, c'est les années 60, mais on s'occupait de l'eau bien avant, on appelait ça des nuisances publiques, les feux, les déchets, les troubles de voisinage chez le Code civil du Québec. Et, par exemple, Ciment Saint-Laurent, qui, même si elle respectait ses règlements, a été condamnée avec des troubles de voisinage. Donc, l'environnement n'a pas été déterminé. La notion n'existait pas, mais il y a des notions environnementales, les ressources naturelles, etc., qui, elles, ont été déterminées en 1867 et il y a eu une évolution par rapport à ça. Lac mégantic, et là, je vais faire le lien avec Kinder Morgan. Lac mégantic, une des raisons pourquoi M. Trudeau, selon moi, pas juste selon moi, ça a été écrit dans les journaux, a nationaliser le projet Kinder Morgan, c'est pour bénéficier de l'État canadien. On est un État de common law, d'origine britannique, etc. C'est ce qu'on appelle la prérogative royale. Donc, l'État, canadien comme québécois, ont des pouvoirs et des immunités que n'ont pas les entreprises privées. Immunité de poursuite. Ça va être beaucoup plus difficile s'il y a un déversement et que c'est l'État canadien qui est propriétaire de Kinder Morgan de poursuivre l'État canadien. Ils ont des immunités de poursuite. C'est beaucoup plus facile pour un État d'exproprier à vertu des pouvoirs qui leur sont, en vertu de cette fameuse prérogative royale là, qui venait des rois, mais qui continue d'exister à certains égards. Donc, des immunités de poursuite et des pouvoirs additionnels que n'avait pas l'entreprise Kinder Morgan pour réaliser son projet. Une fois qu'ils vont avoir utilisé ces pouvoirs immunités-là, ils pourront leur vendre à une autre entreprise privée qui va se faire peut-être plaisir de l'acheter. Oui, juste 30 secondes parce que j'oublie mon commentaire politique, parce que j'avais une question, mais dans les 20 minutes, à vous, assistants et au milieu nationaliste, parce qu'une des questions qui, moi, m'interpelle, je vois ici, j'ai entendu les conférenciers, c'est clair que le mouvement nationaliste a eu dans son histoire, M. Vaillancourt l'a mentionné, M. Larose, des liens très forts avec le milieu social, les syndicats, les groupes de travailleurs, avec le milieu culturel. Ma question et une interrogation, un jour, je vais écrire là-dessus, c'est la faiblesse des liens entre le milieu nationaliste et le milieu environnemental québécois. Vous réfléchirez à ça, mais il y a quelque chose, et c'est le territoire, c'est notre culture, nos chansonniers ont chanté notre territoire, notre protection. Le milieu environnemental, il y a comme une petite cassure qu'il faudrait essayer de réparer. Merci. Merci. C'est vraiment incroyable. Mais